Houston, Texas. Un matin d'été ordinaire. Une maison de banlieue, rangée, tranquille, avec son gazon coupé au cordeau et son allée proprette. Les voisins ce matin-là ne voient rien d'inhabituel. Juste une famille comme tant d'autres. À l'intérieur, une femme prépare le petit déjeuner pour ses enfants. 5 visages rieurs, 5 vies en pleine promesse. Rien ne laisse présager que dans quelques minutes, cette maison va devenir le théâtre d'une tragédie inimaginable. Le 20 juin 2001, Andrea Yates remplit sa baignoire. Un geste banal. Mais ce matin-là, l'eau va devenir une frontière fatale. Une frontière entre l'amour et la mort. Entre la raison et le délire. Car Andrea Yates n'est pas une tueuse comme les autres. Ce n'est pas une criminelle mue par la haine, la vengeance ou l'argent. Absolument pas. Andrea est convaincue d'accomplir un devoir, un geste de salut. Dans son esprit, elle croit sauver ses enfants d'un destin pire que la mort. Alors, comment une mère aimante en est-elle arrivée à noyer un par un ses 5 enfants ? Et surtout, que révèle ce drame de l'esprit humain quand il bascule dans la psychose ? Bienvenue dans Trigger Minds. Andrea Pia Kennedy naît en 1964 à Houston, Texas. Dernière d'une fratrie de 5 enfants, elle grandit dans une famille catholique modeste. Élève brillante, timide, elle devient infirmière et mène une vie sans histoire. En 1989, elle rencontre Russell Yates, ingénieur à la NASA. Le coup de foudre est immédiat. Ils se marient rapidement et s'installent dans une petite maison de banlieue. Le couple a de grandes ambitions familiales. Rusty rêve d'une maison remplie d'enfants. Andrea, dévouée, accepte. En l'espace de 7 ans, elle met au monde 5 enfants. Noah, John, Paul, Luke et Mary. De l'extérieur, c'est l'image parfaite de la famille américaine. Une vie simple, pieuse, tournée vers la religion et l'éducation des enfants. Mais derrière les sourires des photos de famille, une tempête silencieuse se prépare. Dès la naissance de son premier enfant, Andrea souffre de dépression postpartum. Avec chaque grossesse, les symptômes s'aggravent. Elle sombre dans l'anxiété, les insomnies, les crises de panique. Parfois, elle reste prostrée, incapable de parler. En 1999, après la naissance de son 4e enfant, elle tente de se suicider. Une première fois en avalant des médicaments, une autre en serrant une corde autour de son cou. Elle reçoit des antidépresseurs et des antipsychotiques, même une série d'électrochocs. Le diagnostic tombe, psychose postpartum sévère. Les médecins la préviennent, une nouvelle grossesse pourrait être fatale. Mais Rusty insiste, persuadé que la foi et la famille l'aideront à guérir. Andrea tombe enceinte une 5e fois. La naissance de Marie, en novembre 2000, précipite sa chute. Au printemps 2001, Andrea est à nouveau hospitalisée après avoir laissé ses enfants sans surveillance. Elle confie à son médecin qu'elle entend des voix, qu'elle voit des démons, qu'elle est convaincue d'être une mauvaise mère. Elle est brièvement stabilisée, puis renvoyée chez elle. Le 20 juin 2001, Rusty part travailler comme tous les matins. Avant de quitter la maison, il s'assure que sa mère viendra passer la matinée avec sa femme. Mais il part trop tôt. Pendant 1 heure, Andrea se retrouve seule avec ses 5 enfants. Elle remplit la baignoire, l'eau monte lentement, froide et claire. Puis, un par un, elle les y conduit. Noah tente de fuir, mais Andrea le rattrape. Mary est la dernière à sombrer. 7 minutes d'agonie pour chaque enfant. Andrea le sait, et elle recommence. Quand tout est terminé, elle aligne les corps sur le lit, recouvre Mary d'une couverture. Puis elle prend le téléphone, elle appelle la police. Sa voix est calme, presque mécanique. Elle prévient aussi son mari et lui dit « Il faut que tu rentres ». L'Amérique découvre l'affaire. Une mère de famille qui tue ses 5 enfants. L'horreur absolue. Les médias la qualifient de monstre. Before September 11th, it was the most horrifying story of the year. 5 children from a middle-class family in Houston, Texas, murdered, drowned one after the other in the bathtub of their home. Les plateaux télé s'enflamment. Comment une femme instruite, aimante,
a-t-elle pu commettre l'impensable? The confessed killer was their mother, Andrea Yates, who is scheduled to go on trial next month. Her case has evoked both rage and sympathy across the country. Why did she do it? En 2002, son procès s'ouvre. L'accusation la décrit comme une meurtrière froide et déterminée. La défense plaide la folie, mais le jury ne suit pas. Andrea Yates est condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 ans plus tard, l'affaire rebondit. On découvre que l'un des experts psychiatres de l'accusation a menti. Il avait affirmé qu'Andrea s'était inspiré d'un épisode de la série New York, Police Judiciaire. Un épisode qui, en réalité, n'existait pas. L'erreur jette le doute sur tout le procès. En 2006, Andrea est rejugée. Le verdict, non coupable pour cause d'aliénation mentale, elle est transférée dans un hôpital psychiatrique sécurisé. Au départ, tout semble clair. Andrea Yates est une mère devenue meurtrière. 5 enfants noyés dans la baignoire familiale. L'Amérique s'indigne, les médias parlent de monstres, les images tournent en boucle, une maison banale devenue scène de crime. Mais derrière cette façade, derrière l'horreur brute, se cache un vertige psychologique bien plus dérangeant, car Andrea n'a pas tué par haine. Dans son esprit, elle a tué pour sauver. Dans les jours qui précèdent le drame, Andrea entend des voix. Elle voit des démons dans les coins de la maison. Pour elle, Satan est là, tapi dans les murs, prêt à emporter ses enfants. Chaque regard de ces petits devient une alerte. Chaque sourire une preuve de leur fragilité. Elle croit que le mal les guette, qu'ils vont grandir, commettre des péchés et être damnés pour l'éternité. Un raisonnement glaçant s'impose à elle, mais qui, dans son esprit malade, a la force d'une évidence. Il vaut mieux les arracher à ce monde avant qu'il ne soit trop tard. Mieux vaut les priver de vie terrestre que de les condamner à l'enfer éternel. C'est une pensée terrifiante, mais pour Andrea, c'est une conviction qui ne laisse plus aucune place au doute. Andrea n'agit pas comme une tueuse froide, elle agit comme une mère convaincue d'accomplir son ultime devoir. L'amour, la protection, l'instinct maternel, tout est là, mais déformé, tordu, inversé par la psychose. Quand elle retient Noah sous l'eau, elle ne croit pas l'éteindre, elle croit le libérer. Quand elle saisit Mary, 6 mois à peine, et qu'elle la plonge dans l'eau glacée, elle croit la sauver. Dans ce miroir brisé qu'est sa conscience, la mort devient la délivrance. C'est cette inversion totale qui bouleverse. Tuer n'est pas pour Andrea une transgression. C'est, dans sa logique, un acte d'amour, une abnégation. La décision la plus difficile, mais la plus juste à ses yeux. C'est un renversement absolu des repères où la tendresse se change en destruction. Pour nous, le basculement est violent. On part d'un fait divers atroce, une mère infanticide, puis on découvre le contexte, la maladie, les délires religieux, et soudain, la perception change. Ce n'est plus seulement un crime. C'est le récit d'un esprit qui a basculé. Et face à ce basculement, une question s'impose. Jusqu'où sommes-nous responsables de nos actes lorsque notre réalité est déformée ? Quand un cerveau malade impose sa propre logique, peut-on encore parler de choix ? Ce n'est plus seulement Andrea que l'on regarde, c'est un miroir qui nous est tendu, car derrière elle, une peur universelle se dessine. Et si, un jour, notre propre esprit nous trahissait, et si nos pensées les plus intimes se retournaient contre nous jusqu'à nous pousser à l'impensable ? Cette idée glace parce qu'elle ne parle plus seulement d'Andrea, mais de la fragilité de chacun d'entre nous. Le twist psychologique de l'affaire Andrea Yates réside là, dans l'écart entre ce que nous voyons et ce qu'elle croyait faire. Pour nous, un massacre, pour elle, un salut, pour nous, un crime, pour elle, un sacrifice. Tout ce qui définit la maternité, protéger, aimer, guider, a été inversé. La psychose a transformé le rôle maternel en son contraire. Et cette inversion, cette fracture totale des repères, est ce qui glace autant qu'elle fascine.
Elle renverse nos certitudes et nous force à regarder l'amour maternel sous un angle effroyablement déformé. Andrea Yates est à la fois coupable et victime. Coupable d'avoir mis fin à 5 vies innocentes, victime d'une maladie qui a pris possession de sa réalité. C'est cette dualité qui donne à l'affaire sa puissance tragique. On ne peut ni l'excuser, ni la condamner totalement. On ne peut que constater l'abîme dans lequel un esprit peut basculer. En croyant sauver ses enfants, Andrea Yates les a détruits. Et c'est ce paradoxe, cet amour devenu meurtre, qui marque à jamais ceux qui croisent son histoire. L'histoire d'Andrea Yates ne se limite pas à un fait divers atroce. Elle nous oblige à explorer la mécanique invisible qui peut transformer une femme ordinaire en protagoniste d'une tragédie inimaginable. C'est ici que le récit bascule du judiciaire au psychologique, du spectaculaire à l'introspectif. Et c'est là que se joue tout l'intérêt de ce type d'affaires. Ne pas s'arrêter aux faits, mais comprendre ce qui les rend possibles. On parle souvent de dépression postpartum, ce trouble qui touche environ une mère sur 10 après un accouchement. Mais ce qu'a vécu Andrea est bien plus rare, bien plus dangereux. La psychose postpartum. Cette pathologie grave se caractérise par des hallucinations, des délires, une rupture brutale avec la réalité. Les pensées deviennent incontrôlables, déformées, dominées par des convictions délirantes. Là où la dépression postpartum enferme dans la tristesse, la psychose entraîne dans un autre monde, avec sa propre logique implacable. Dans le cas d'Andrea, cette logique a pris la forme d'une croyance religieuse absolue, sauver ses enfants de Satan, une idée impossible à ébranler, car pour elle, elle n'était pas une hypothèse, mais une certitude. La psychose est une prison invisible. La réalité délirante est la seule réalité possible. Andrea ne croyait pas seulement à la présence du diable, elle le voyait. Elle ne se demandait pas si ses enfants risquaient la damnation, elle en était convaincue. Ce phénomène illustre une dimension effrayante du cerveau humain, sa capacité à inventer un monde parallèle et à s'y accrocher coûte que coûte. Quand le délire prend le dessus, il n'y a plus de place pour la contradiction, ni pour la raison. Et c'est dans ce contexte qu'Andrea a agi, persuadée que tuer était un acte de protection, elle a transformé l'impensable en devoir. L'affaire Andrea Yates pose une question vertigineuse. Jusqu'où sommes-nous responsables de nos actes quand notre esprit nous trompe ? La justice, dans son premier procès, a refusé de reconnaître la maladie. Andrea était coupable, point. Mais le deuxième procès a rétabli une autre vérité. Dans un état de psychose, on ne choisit plus. On subit une réalité fabriquée par son propre cerveau. Cela ne supprime pas l'horreur de l'acte, mais cela change son sens. Andrea n'a pas agi en criminelle calculatrice. Elle a agi en victime de son esprit, prisonnière de délires plus forts que toute logique. Le cas Yates révèle aussi un autre aspect, plus universel, le poids immense de la maternité. 5 enfants en 7 ans. Des grossesses rapprochées, une pression religieuse et sociale pour être une mère parfaite. Peu de soutien, un mari dans le déni, un entourage qui minimise. Ce cocktail a enfermé Andrea dans une spirale sans échappatoire. Le sentiment d'échec, la solitude, l'angoisse, tous ces éléments ont nourri la psychose. Ce n'est pas qu'une histoire individuelle, c'est aussi le reflet d'un système, un manque de prévention, de prise en charge, de compréhension de la santé mentale des mères. L'histoire d'Andrea Yates glace parce qu'elle ne se limite pas à son drame personnel. Elle soulève une peur plus large, plus intime. Et si notre propre esprit pouvait un jour nous trahir, c'est ce vertige qui fascine et qui dérange. Le cas Yates nous montre qu'entre la raison et la folie, il n'y a parfois qu'un pas, et que ce pas peut être franchi sans retour, avec des conséquences irréversibles. Le décryptage psychologique de l'affaire Yates, c'est comprendre que l'horreur ne vient pas seulement de l'acte, mais de sa logique intérieure. Une logique construite par la maladie, impossible à contrer sans soins adaptés. Andrea Yates
n'est pas seulement un nom associé à la tragédie. Elle est le rappel que le cerveau humain, aussi puissant soit-il, peut aussi devenir son propre piège. Et c'est ce piège invisible qui transforme une mère ordinaire en l'un des cas les plus troublants de l'histoire criminelle. Une maison de banlieue, 5 enfants, une mère aimante, tout semblait si banal, si ordinaire, et pourtant derrière ces murs, une tragédie inimaginable s'est déroulée. Andrea Yates restera à jamais comme la femme qui a noyé ses enfants. Mais réduire son histoire à ce simple fait, c'est passer à côté de ce qu'elle révèle de plus vertigineux. La fragilité de l'esprit humain, car Andrea n'a pas agi par haine. Elle a agi sous l'emprise d'une conviction délirante, persuadée qu'elle protégeait ce qu'elle avait de plus précieux. Elle croyait sauver ses enfants, alors qu'elle les détruisait. Ce paradoxe, insoutenable, glace autant qu'il fascine. Car la véritable horreur ne se trouve pas seulement dans l'acte, mais dans la logique intime qui l'a rendu possible. Aujourd'hui encore, Andrea vit dans un hôpital psychiatrique, loin des caméras et des projecteurs. Son histoire nous interpelle, non pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce qu'elle nous tend un miroir. Elle nous rappelle que la frontière entre la raison et la folie est plus fragile qu'on ne le croit. Alors, face à ce drame, une question demeure. Si nos pensées, celles que nous croyons les plus vraies, pouvaient un jour se retourner contre nous, serions-nous capables de le voir venir ? L'affaire Andrea Yates, ce n'était pas seulement un fait divers, c'était une plongée dans les méandres de l'esprit humain. C'est ça l'ADN de Trigger Minds. À très bientôt pour une nouvelle affaire.